Samedi 24 avril 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Le monde entier célèbre ce dimanche 25 avril la 14e édition de la Journée mondiale du paludisme. En prélude à cette célébration, le ministre de la Santé, par la voix de son directeur de cabinet, a adressé un message au peuple béninois. Les détails dans un instant. Pour les fidèles musulmans, le Ramadan est un mois de jeûne, de prière, mais aussi de partage. Démarré depuis le 13 avril 2021, le carême musulman poursuit son cours. Comment les femmes fonctionnaires arrivent-elles à concilier le boulot et le jeûne? La réponse, c'est dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, des experts chinois se sont réunis pour discuter des moyens pour la Chine d'atteindre les objectifs de son pic d'émissions de carbone d'ici 2030. Bienvenue à tous. La date du 25 avril est dédiée à la commémoration de la Journée mondiale du paludisme. Pour cette année 2021 qui marque la 14e édition, le ministre de la Santé Benjamin Nkpati, par la voix de son directeur de cabinet, a adressé un message à la nation. On suit la substance de son adresse dans cet élément de Mathieu Bocor. Le paludisme reste et demeure un véritable problème de santé publique avec le nombre de cas de perte en vie humaine, son impact social et économique et par conséquent le retard au développement qu'il occasionne. Voilà en substance le message du ministre de la Santé à la nation dans le cadre de la célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un message lu par le directeur de cabinet qui résonne comme une alerte en raison de cette commémoration qui tombe dans une période critique où le monde entier est confronté à la pandémie due à la Covid-19. Le thème choisi cette année est zéro palud, tirer un trait sur le paludisme. Ce thème a été retenu pour l'édition de cette année en partant du principe que chaque cas de paludisme est évitable et chaque décès lié au paludisme est inacceptable. Ce thème nous impose donc à prendre conscience des responsabilités d'abord individuelles puis collectives pour une lutte efficace pouvant inverser les tendances contre cette maladie. Le paludisme, une maladie qui affecte la moitié de la population mondiale selon les chiffres avancés par l'autorité ministérielle. Son impact n'est pas à négliger, a-t-il ajouté. En 2019, selon les données de l'année statistique du ministère de la Santé, 46,1% des consultations et 40,8% des hospitalisations sont dues au paludisme. Il a été enregistré par ailleurs 2 353 cas de paludisme simple confirmés dans la population en général et dont plus de la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. 196 034 cas graves ont été également notifiés avec 3 234 cas de décès, dont plus de la moitié également chez les mêmes cibles. Une maladie évitable, c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement s'emploie à assurer à la population une sécurité préventive plus efficace. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, attirer l'attention de la population sur l'adhésion aux différentes méthodes de lutte préconisées par le gouvernement pour réduire l'impact de cette affection. Je veux citer entre autres l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés de ceci à longue durée d'action, l'assainissement de notre cadre de vie, le recours rapide aux soins et l'arrêt de l'automédication. L'autre mesure préventive reste la distribution des moustiquaires dans les ménages. Le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager avec assurance en cette période de la Covid-19. C'est le classement fait par le département d'État américain. Une nouvelle qui réjouit les citoyens béninois qui sont satisfaits des réformes engagées par le gouvernement pour faire du Bénin un pays développé. Stélia Padonou pour les précisions. Le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager en toute quiétude en cette période de la crise sanitaire de la COVID-19. C'est ce que révèle le nouveau classement du département d'État américain.
Selon ce classement, le Bénin est classé dans la catégorie exercice de prudence accrue, avec des pays africains comme la Guinée équatoriale, le Libéria, la Mauritanie, le Rwanda et le Zimbabwe. Ce nouveau classement du département d'État américain en faveur du Bénin confirme les efforts fournis par l'administration Talon pour protéger et assurer une meilleure santé à sa population en cette période de crise sanitaire. C'est une fierté doublée d'une satisfaction totale d'être béninois parce que une fois encore ça vient confirmer combien de fois le gouvernement du Bénin travaille à faire vivre les Béninois sur un territoire hors de tout danger. Je suis fier de mon pays et fier de son gouvernement. Il faut remercier le chef de l'État et son gouvernement qui ne cessent de faire tout possible pour que le Bénin se classe parmi les pays développés. Les dispositions sanitaires et sécuritaires prises par les autorités gouvernementales pour lutter efficacement contre le coronavirus et sa propagation, les citoyens s'en souviennent aisément. Qu'ils vous souviennent que le président de la République, à travers l'une de ses interviews accordées à Jeune Afrique, a été clair là-dessus. Il ne faut pas confiner le pays pour le confiner parce que le faire donc, je le paraphrase, le faire donc ça va agir sur l'économie du pays et il n'entend pas donc faire confiner son pays et tout le temps rester dans cette situation-là d'un pays qui demande, d'un pays qui quémande. À partir de ce moment donc, ce sont des citoyens béninois qui ont pris véritablement l'enjeu de la chose et qui sont en train de suivre le lead de leurs responsables, à savoir le comportement qu'il faut avoir en ces temps donc de Covid pour pouvoir bien vivre et mieux vivre. Il y a dans les églises, tout ça là, il y a les problèmes de distanciation. Jusqu'à ce que le nombre, si c'est 700 qui restaient dans une église, c'est réduit jusqu'à 350. Les autorités religieuses aussi, ils ont bien compris l'État, ils ont respecté les choses. Très tôt au départ, le président s'est dit à mes citoyens, je les connais, ils vivent au quotidien, on ne doit pas avoir confinement total. C'est ça qui a fait qu'au départ, il s'est fait le confinement, il a bien géré ça, et les activités marchaient. Les forces de l'ordre, au départ, ont pris des dispositions. Ils ont pris des dispositions, il y a les cache-nez, les distanciations sociales, tout a été respecté et tout fonctionnait dans le pays. Contrairement aux autres pays, le confinement a été total, les activités économiques ont été bloquées, ce qui n'a pas été le cas au Bénin. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. La reconnaissance des mérites du Bénin en matière de lutte contre la Covid-19 vient non seulement encourager les responsables à divers niveaux à poursuivre sur la même lancée, mais aussi et surtout motiver les Béninois au respect des gestes barrières toujours en vigueur pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour les fidèles musulmans, c'est un mois de jeûne, de prière, mais aussi de partage. Le carême musulman, qui a démarré depuis le 13 avril 2021, poursuit son cours. Mais la question reste celle-ci: comment les femmes musulmanes fonctionnées arrivent-elles à concilier le boulot et le jeûne? La réponse est dans cet élément réalisé par Diane Christelle Onioje. Le Ramadan a commencé depuis le 13 avril 2021. Pour les femmes musulmanes, il s'agit d'un mois festif malgré le jeûne à respecter entre le lever et le coucher du soleil. Ni nourriture, ni boisson, cette privation nécessite un effort considérable, surtout si elles doivent travailler en journée. Au-delà de la privation, c'est une quête spirituelle que les croyants mènent pendant 30 jours. Le jeûne et le boulot n'est pas du tout compliqué. En fait, c'est une question d'habitude. Tu travailles normalement comme si rien n'était. À la pause, tu trouves quelques minutes, tu te reposes. C'est le début qui est difficile. Bien vrai, il ne faut pas mentir, c'est difficile. Puisqu'on se lève tôt, on doit là se préparer pour le jeûne, préparer, attendre l'heure de la prière, prier avant de réveiller maintenant les enfants pour commencer par les préparer pour l'école. Donc nous-mêmes, on prend la route pour le service. Il faut se réveiller à 4 heures. C'est pas facile parce que ça désorganise un peu l'organisme. Évidemment, on n'avait pas l'habitude de se réveiller à ces heures-là, mais durant un mois, c'était trop hard de réorganiser. Même si le Ramadan peut affaiblir physiquement,
Les musulmanes en période de jeûne n'arrêtent pas pour autant de travailler. Ici, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, MASM, les femmes cadres musulmans ont expliqué s'adapter avec l'habitude en se focalisant sur ces astuces pour dominer la faim. Mais ça ne nous permet pas de ne pas rendre ce qu'on doit faire. Au contraire, ça nous motive. Parce que là, on n'a plus les idées sur le manger. Quand tu es en carême et tu travailles, tu ne le sens pas. Ça joue énormément sur notre santé. Après une semaine, l'organisme se réadapte. Et arrivé au boulot, on essaie de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Le ramadan, c'est toute une organisation à mettre après une journée de travail et de privation. Quand le boulot finit à 17h30, on n'a plus de temps à perdre. Des fois, même on jongle aussi quelques minutes avant pour pouvoir se rattraper de l'autre côté. Surtout quand il y a des achats à faire dans le cadre de la routine. Avec la compréhension de nos chefs hiérarchiques, on essaie des fois de s'organiser pour non plus empiéter sur les services et aussi ne pas trop aussi avoir des désagréments du point de vue religieux. J'avoue que c'est difficile, mais ça passe. Le seul impact que je peux dire que le carême sur le boulot est qu'à une heure donnée, on est plus concentré parce que à 19h, on doit rentrer pour préparer quelque chose pour la rupture du jeûne. Je vis à Calavi. On ne quitte pas le service normalement à 17h30. On sort au plus à 17h45 ou bien 18h. Ça fait qu'au temps de carême, il y a de ces petites discussions entre mari et sa femme. À l'issue de ce mois sacré, les fidèles musulmans rompent le jeûne lors de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Aïd el-Fitr 2021, celle de la soirée du mercredi 12 mai à la soirée du jeudi 13 mai 2021. Le guide de traversée des voies ou encore agent facilitateur est une personne dont la tâche au quotidien relève d'un véritable parcours de combattant. Il a pour mission d'accompagner les élèves dans la traversée de la route à leur sortie de classe. Dans ce magazine que nous vous proposons, Mathieu Bocor nous amène à la découverte de cette catégorie de personnes. Suivez. Ils restent visibles aux abords des écoles. Ils sont désormais affectés à la seule tâche qui consiste à surveiller l'environnement dans le but de faire respecter les règles de stationnement et de circulation à proximité des établissements scolaires. Ils sont appelés guides de traversée ou des agents facilitateurs. Déjà à partir de 7 h, quelqu'un se pointe au niveau du grand portail et l'autre se pointe de l'autre côté pour assurer la traversée pour les enfants qui viennent de l'autre quartier. C'est comme ça que ça se passe. Une organisation mise en place par presque tous les établissements publics que privés pour parer aux imprévus, notamment les accidents de route des écoliers. Une mission dévolue à ces agents, dits facilitateurs, mais qui souvent n'est pas aisée. Certains conducteurs de taxi-moto conduisent à grande vitesse. Parfois, quand nous parvenons à arrêter ces derniers dans leurs élans, certains parmi les motocyclistes, voire de conducteurs de véhicules, n'aiment pas exécuter, ce qui crée du coup une peur dans les rangs des enfants. Conséquence, des cas d'accident sont souvent enregistrés. Mais j'avoue, chez moi, je n'ai pas encore noté un seul cas d'accident. Il y a des Indiens, il y a des Béninois qui ne sont pas normaux. Quand tu les arrêtes, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils font de n'importe quoi. C'est pourquoi je suis là-bas. Pour travailler, j'aime mon pays, j'aime les enfants. C'est-à-dire quand le feu est au vert, ils sont à une vitesse où quand bien même il y a les panneaux au milieu des voies, ils sont à l'allure où on ne sait pas qu'est-ce que c'est pour traverser le feu ou bien qu'est-ce que... Mais c'est suite à l'accident qu'eux-mêmes, ils remarquent qu'en réalité, il y a les enfants et qu'il y a les panneaux au niveau de la voie. Au-delà, assurer efficacement les incivilités des motocyclistes, des conducteurs de véhicules et les traversées des enfants reste un parcours de combattants, surtout
quand ces agents ne sont pas vigilants. Chez les enfants aussi, le problème se pose. Parfois, on les organise afin de les aider à traverser la voie. Souvent, ce sont des enfants des classes de CE2, CM1, CM2 qui sont pressés de traverser parce qu'ils estiment être en retard au cours. Quand tu n'es pas éveillé, les petits-enfants tombent dans le piège et c'est un grand risque. Selon le directeur de cet établissement public, aucun accident n'a été enregistré dans le rang de ces écoliers depuis la mise en place de ces agents facilitateurs. Une satisfaction, nous a-t-il confié. Entièrement satisfait de la prestation de ces facilitateurs-là, parce que depuis qu'ils ont commencé par nous aider, nous n'avons plus enregistré des cas d'accident. À y voir de près, les mesures préventives sont prises afin de parer aux imprévus. Seulement que le risque est grand quand un éventuel passage en force est souvent banalisé par le guide. Mais malheureusement, pas plus tard que la semaine passée, c'est le facilitateur même qui a été ramassé par un Zémidjaman. Il était là, il assurait son service comme d'habitude. Quand le Zémidjan n'a pas voulu obtempérer aux injonctions de cet agent-là, il n'a pas voulu respecter le drapeau rouge qu'on lève et ça permet à tout le monde de s'arrêter. Il est entré dedans et le souci du facilitateur, c'est de protéger les enfants. Il était en train de protéger les enfants quand le Zémidjan l'a ramassé. C'est donc dire que le degré de risque du métier est grand. Pendant les entrées et les sorties d'école de ces enfants, l'agent facilitateur est souvent partagé entre passion, risque et contraintes. Surtout quand le facilitateur de la voie principale a été victime d'un accident le jeudi 22 octobre là, c'est moi qui ai traversé la voie aux enfants à midi là, mais moi-même ça a été difficile pour moi. Ce n'est qu'après ça que j'ai dû parcourir les chefs quartiers pour trouver quelqu'un pour relayer. Et à 14 h, le monsieur, c'est l'autre monsieur qui est en train de faire ça maintenant. Quand tu finis la journée avec tous les efforts consentis, tu es vraiment fatigué. Tu es devant ton dîner et tu somnoles sans le savoir. Le reste, on gère, vaille que vaille. Le métier de facilitateur, un job presque méconnu par la population avec ses conséquences, d'où cette invite des uns et des autres. Les parents doivent savoir que nous nous exerçons pour leurs enfants. Nous leur demandons de se rappeler de nous et de ne pas nous oublier parce que nous avons aussi des enfants à nourrir. Et l'autre chose, nous demandons aussi la clémence du DTT pour que s'il y a lieu de mettre des dos d'âne tout au moins au portail principal pour qu'on sente réellement que quand il y a le feu ouvert, qu'il n'y a plus de vitesse. Motocyclistes, conducteurs de véhicules sont beaucoup interpellés au respect des règles de circulation. Leur accompagnement s'avère donc nécessaire pour parer aux imprévus car les enfants constituent l'avenir de la nation. Ouvrons la page inter de cette édition. L'année de la coopération Chine-PECO pour le développement vert et la protection de l'environnement a été lancée ce 20 avril 2021 à Beijing. Des responsables du ministère de l'écologie et de l'environnement et du ministère des Affaires étrangères de la Chine et autres ont participé à l'événement. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Dans le monde d'aujourd'hui, le développement écologique est devenu un courant dominant. Le président Xi Jinping a souligné lors du récent sommet des dirigeants Chine-PECO qu'il était nécessaire de soutenir le consensus vert, de promouvoir le développement vert et d'approfondir les échanges et la coopération dans les domaines de l'économie verte et des énergies propres. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a exprimé l'espoir que tous les pays soutiendront la construction du mécanisme de coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO et qu'ils feront passer la coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO à un niveau supérieur. La Chine organisera une série d'activités autour de l'année du développement vert et de la protection de l'environnement afin de mettre en pratique le concept l'eau bleue et la montagne verte sont les montagnes d'or et d'argent.
9 ans après la création du mécanisme de coopération 17+1 entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, c'est la première fois que le développement vert et la protection de l'environnement deviennent des sujets de préoccupation. Il s'agit d'un thème qui nous concerne tous et qui revêt une importance mondiale. Chacun d'entre nous devrait participer au programme de protection de l'environnement et de développement vert. Nous nous sentons très honorés d'être des participants. Parallèlement aux activités de l'année thématique, l'exposition de peinture environnementale en ligne pour enfants Shinpeco 2021 sera lancée dans le but d'aider les adolescents à instaurer le concept contemporain de respect, d'adaptation et de protection de la nature et de renforcer l'amitié entre les peuples de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale. Les œuvres gagnantes seront présentées lors du gala du Nouvel An chinois de la coopération Shinpeco au début de janvier 2022. Cette année, nous organisons une exposition de peinture d'enfants d'Europe centrale et orientale. Environ 1 million d'enfants de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale y participeront. La communication entre les peuples, commençant par les petits-enfants. L'interaction au niveau des enfants est naturelle, harmonieuse et belle. Elle s'effectue à travers le pinceau et c'est ce que nous souhaitons spécialement faire. Des experts chinois se sont réunis pour discuter des moyens pour la Chine d'atteindre les objectifs de son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Les détails, c'est toujours avec nos confrères de CCTV+. Avec l'objectif d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, la Chine fait face à des défis historiques. L'intervalle entre les deux objectifs en Chine est de 30 ans alors que celui des États-Unis est de 43 ans et pour l'Union européenne il est de 71 ans. Le temps est donc vraiment limité et la pression est énorme. Les experts disent qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la Chine et les autres pays. La priorité est de prendre l'initiative, en particulier en ce qui concerne le pic des émissions de carbone, et il n'y a pas de place pour compter sur des produits à forte consommation d'énergie pour augmenter le PIB. Selon les experts, la clé pour atteindre les objectifs réside dans les nouvelles énergies. L'avenir des systèmes d'énergie à faible émission de carbone dépendra de l'expansion continue du rôle des énergies renouvelables. La Chine prévoit d'augmenter son énergie éolienne et photovoltaïque de 11% à environ 16,5% de sa consommation totale d'électricité d'ici 2025 et le pays explore des moyens de fabriquer une énergie hydrogène rentable. Nous utilisons l'énergie solaire pour électrolyser l'eau et produire de l'hydrogène qui remplacera les matériaux de production d'énergie que nous utilisons actuellement, comme le charbon. Mais actuellement, les coûts sont encore élevés, alors nous allons travailler avec d'autres pour les réduire. La Chine a récemment tenu des discussions avec d'autres pays pour faire face à la crise climatique. Les experts affirment que remettre l'accord de Paris sur la bonne voie sera crucial pour la coopération mondiale. Nous appelons cela le réchauffement climatique, pas le réchauffement local. Donc je pense qu'il faut que les Nations Unies et d'autres organisations internationales s'assurent que tous les pays le fassent. Sinon, c'est juste parler. Faire face à la crise climatique ne sera pas une tâche facile pour la Chine et le monde, mais nous pouvons également constater qu'avec un plus grand niveau de sensibilisation et de coopération dans un large éventail de domaines, la voie vers la neutralité carbone devient plus claire et plus réalisable. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h votre émission Sanoulaoula. À 21h, la rediffusion de votre émission Palab Citoyenne. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook Etele Benin tout simplement. Bonne suite de programme sur Etele, la chaîne de l'excellence.